C'était les champions, on s'est régalé à faire le monde entier et à combattre. On va y revenir dans un instant. Et aujourd'hui, il y a 600 000 licenciés, il y a à peu près 1 million de pratiquants. Et ce qui est important, c'est que tous ces jeunes prennent un kimono, prennent un short, se rencontrent, saluent, se respectent, écoutent. C'est aussi toutes ces valeurs-là. Comme on le disait, il n'y a pas que, comme disait François Besson dans le film, il n'y a pas que la haute compétition. C'est très intéressant, mais on a vraiment le sentiment de rechercher autre chose et de vouloir toucher d'autres choses en pratiquant ce D'autres sport. valeurs, c'est un mot qui revient souvent pour le judo. Alors je voudrais qu'on fasse un peu l'historique, qu'on revienne sur quelques points quand même, sur l'histoire du judo de haut niveau. Il y a une image tout à fait saisissante dans ce film, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose, c'est lorsqu'on voit ce maître japonais, c'est Taigo, je crois, qui aligne 10 judokas français de très haut niveau, qui en bat 9 sur 10, l'un fait match nul, c'est De Herd. Alors, c'était dans quelle année ça? C'est dans quelle... Bon, c'était une de nos anciennes habitudes. Je crois que les champions actuellement, je ne sais pas si Stéphane, ça marche toujours les lignes. Si, moi ça marche toujours. C'est un exercice que on a tous fait nos lignes. Bon, il vaut mieux être poids lourd d'ailleurs quand vous faites du ligne que poids léger. Je le confirme. Que poids léger. Mais il faut savoir que De Herd était le dernier, mais quand vous avez fait 9 combats avant, vous n'êtes pas tout à fait frais quand même. Et c'est vrai que c'est une habitude, mais bon, c'est des combats où, bon, c'est vrai peut-être qu'on ne se bat pas complètement, parce que bon, celui qui est en face de vous le sait, que vous êtes dans une ligne. Bon, quelquefois, en général, il essaie d'ouvrir. C'est-à-dire que c'est un judo qui est très ouvert. Alors, quelquefois, ça se passe très mal, puisque tout le monde bloque, et c'est-à-dire que vous n'arrivez pas au bout, quoi. Allez, traduisez un peu, là, parce que... Traduisez, parce que pour un non-spécialiste, il ouvre, il bloque, ça veut dire quoi au judo? Vous rencontrez 10 judokas les uns et les autres. Ouais. Forcément, vous avez une fatigue qui s'accumule. Ouais. Et donc, quand vous faites une ligne, ils font un judo ouvert, c'est-à-dire que bon, ils prennent des risques. Randori, quoi. Ils prennent des risques. Randori, c'est pas le combat à la mort. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Tandis que si, par exemple, comme il y a un arbitrage qui est très succinct, s'il ne fait que bloquer, vous avez 10 personnes qui bloquent, déjà ça dure 2 jours, les spectateurs vont partir, alors comme c'est aussi une démonstration de judo, donc ils doivent ouvrir et prendre des risques. Ils essaient de vous faire tomber, mais ils ne font pas un combat comme une finale des championnats du monde où vous cherchez à gagner à tout prix. Et cette image de Taigo, c'est quelle année? Ça c'est quoi? C'est dans les années 55 à peu près. Hein, les années 55 ouais, à peu près. Parce que le film dit que Gesing, donc, qui a été la première grande vedette européenne à venir à bout des Japonais, a passé 2 ans de sa vie au Japon. Alors, est-ce que vous, les uns et les autres, vous êtes allés au Japon, vous former ou pas? On y a tous passé. On arrive, nous, les filles. Oui. Les filles, on en arrive, là. On a fait 3 semaines en Chine et au Japon, donc c'est toujours un peu à la mode de partir... Enfin, pas la mode, mais c'est très important d'aller voir d'autres... C'est dur encore aujourd'hui? Ouais, enfin, c'est dur. Non, c'est vrai qu'au judo, le judo japonais est plus ouvert, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, où on peut faire randori. Tandis que la Chine, là, c'était des combats tous les jours. Hein. On faisait 10 combats, mais c'était pratiquement de la compétition. Oui, mais quelqu'un comme vous, donc championne d'Europe, championne de France, vous avez beaucoup à apprendre. On a toujours à apprendre, surtout, le Japon, c'est quand même, ouais, la référence. Thierry, vous y êtes allé au Japon? Ah ouais, j'ai morflé, c'était une horreur. Heureusement que Jean-Luc était avec moi, parce que moi... Vous aviez quel âge quand vous... J'avais 18 ans, il y a toujours ce problème de... Donc vous étiez déjà rentré à l'INSEP, hein? Oui, j'étais champion de France et j'étais rentré à l'INSEP depuis 1 an. Je me suis retrouvé en équipe de France et je suis parti avec les anciens. Parce qu'on était dans la même équipe, mais Jean-Luc a 10 ans de plus que moi. Donc je me suis retrouvé au Japon et il y a toujours ce problème de catégorie de poids où à l'entraînement, il n'y a pas de catégorie, quoi. Donc on était dans... Alors il y avait des conditions atmosphériques, genre il faisait 5 degrés sur le tapis. J'avais emmené qu'un seul kimono qui était trempé de sueur, donc je me gelais, mais énorme. Et je me faisais massacrer tous les jours par des mecs de 80-90 kilos qui venaient me chercher. Et qui, parce que c'est long, quoi, ça dure 3 heures, c'est long leur entraînement, on n'en peut plus. Alors j'appelais les... Ça n'a pas changé, hein. Alors j'appelais Jean-Luc pour qu'il... Parce que quand moi j'étais un petit bout, quoi, je faisais 63 kilos, tout ça. Alors je demandais aux anciens et aux forts de me venger. Alors ils allaient prendre des mecs qui m'avaient fait mal et... Moi je pleurais, hein, je sortais de l'entraînement. Grand frère en fait, oui. Grand frère Jean-Luc, c'est vrai? Tout à fait, mon cher Thierry. Oui, François. Ce qui est assez symptomatique, c'est que, bon, je ne sais pas si on y viendra un petit peu plus tard dans le débat, le Japon s'est énormément transformé. Je dirais qu'il y a moins d'attrait maintenant pour le judo qu'avant. Plus un attrait vers les sports ludiques, style baseball, golf et des choses comme ça. Mais le Japon reste quand même une référence et à ce titre, l'équipe de France qui a eu des résultats assez moyens en fin d'année dernière
au championnat d'Europe par équipe. Juste après, la décision a été prise d'envoyer l'élite française en stage au Japon pendant 3 semaines. Donc on part refaire quand même ces gammes, on se ressource. Oui, Et Stéphane était du voyage d'ailleurs. Alors les stages au Japon, vous, vos souvenirs, c'est quoi? C'est un peu le même que ceux de Thierry, mis à part que moi j'étais un peu plus grand et un peu plus costaud, donc un peu plus de résistance. Cela dit, vous faites 100 kilos à peu près. Je fais 100 kilos. On ne vous marche pas sur les pieds comme ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je fais 1m90, donc ceux qui font 1m90 au Japon, en général, ils en font 140, 150. C'est du sumo ou presque, quoi, non? Non, c'est pas du sumo, ils se déplacent très vite, ils se déplacent très bien, ils sont très souples, ils font pratiquement tous les grands écarts, donc ils ont des qualités physiques assez exceptionnelles. Donc non, c'est vraiment du vrai combat. Alain Vidal, vous y êtes allé, vous, au Japon? Non, je n'ai pas été au Japon. Ça... Non. C'est le rêve un peu. Le rêve ou pas Ça a été un rêve quand j'étais compétiteur. Oui. Mais après, moi, j'ai trouvé dans la structure française les références qui m'ont permis de m'éclater dans mon judo, dans le judo de professionnel, sans avoir besoin d'aller au Japon. Mais si je vais au Japon, c'est vrai, c'est une référence. Oui. D'aller au Japon, c'est un peu opération commando, quoi. C'est-à-dire que vous laissez tout votre confort, entre guillemets, hein. Vous laissez votre ami ou votre épouse, vous laissez votre famille, vous laissez votre appartement, vous vous retrouvez à 8 dans une piole et vous allez là-bas pour travailler. Parce que c'est spartiate, c'est incroyablement spartiate. Enfin, oui, c'est spartiate. Vous vivez avec 14 copains ou 10 copains et pendant un mois, vous êtes là que pour penser au judo. Donc c'est opération commando. Ça apporte d'autres choses. Vous êtes au bout du monde pour progresser, pour vous faire mal, pour vous faire mal, exactement. Je ne sais pas ce qu'on pense. Mais ça a beaucoup changé parce que nous, on n'est plus 8 par... Honteux, nous, maintenant, on est... un privilège féminin, peut-être. Non, c'est pas un privilège féminin, c'est... on fait en sorte qu'on soit bien. La fédération veut nous mettre dans les meilleures conditions. Mais ça, c'est Jean-Luc. C'est encore un coup de Jean-Luc. Jean-Luc, je voudrais qu'on revienne sur un moment du film. Et sur le Japon, je crois, moi j'ai eu la chance ou la malchance. J'avais 18 ans moi aussi à un moment donné, et donc j'ai fait partie de... Pas si vieux que ça. Alors, non, il y a presque 50 ans. J'ai fait partie en 68, donc d'un des premiers stages organisés par la fédération, et on était vraiment dans des conditions abominables. Maintenant ils sont à l'hôtel. Nous on dormait dans un monastère. On était une douzaine dans la même chambre. On mangeait comme les Japonais, on dormait comme les Japonais par terre. Il n'y avait pas de chauffage, il y avait les feuilles mortes qui traversaient la chambre avec le vent, avec les murs en papier. C'est vrai que ça a été abominable. C'était volontaire de leur part. C'était une façon de... Non, c'est l'éducation aussi. Ils vivaient aussi comme ça. Et sur le tapis, il y avait du givre par terre, et donc on s'entraînait pieds nus, bien sûr, sur le givre. Et comme les pieds gelés, on était obligé de se les mouiller de manière parce qu'on glissait, ça devenait une patinoire. Donc nous, on se mouillait les pieds régulièrement. Et le tapis gelé, le kimono gelé, parce qu'on transpirait, il gelait sur vous. Donc on était dans des conditions abominables, et en plus on se faisait massacrer. Parce que les Japonais, très intelligemment, ne nous avaient pas tout dit, quoi. Ils nous expliquaient comment on faisait les techniques, mais ils ne nous expliquaient pas comment on tenait le kimono. Et on a découvert que plus tard que c'était peut-être le plus important. Et à la fin, vous étiez dans quel état d'esprit, Eh bien, je veux dire, il y a eu 50% de blessés et de gens qui ont arrêté le judo. Blessés? Oui, qui ont arrêté le judo quand ils sont rentrés, parce que c'était vraiment abominable. Ça, c'est pas malin, quand même. Et les 50% qui sont restés sont devenus des très grands champions. Thierry, une question là-dessus? Une observation? Non, moi, je pense que ça progresse, effectivement. Moi, c'était moins dur que Jean-Luc, et pour Sarah, c'est encore moins dur que pour moi. Et elle a un autre niveau aussi, hein. Aujourd'hui, elle est championne d'Europe. Je pense que François touche la vérité. Je pense que les Japonais aussi vivent aujourd'hui dans d'autres conditions. Ils ont envie de moins se faire mal dans le sport. On le voit à travers les résultats, puisqu'ils gagnent moins de titres qu'auparavant. Et ils sont attirés depuis un certain moment déjà, par une forme de culture américaine, ou le baseball, tout ce qui est la génération Coca-Cola et tout ça. Donc il y a toujours autant de judokas, mais il y a moins de gens qui sont prêts à se faire mal, comme le nécessitait ce sport qui est relativement récent aussi, il faut le dire. Hein. C'est un sport qui a quoi? Il y a moins d'un siècle, un siècle. Donc il a fallu aussi, je dirais, moderniser, et ça se fait assez rapidement sur 30 ans, quoi, ça. Je crois que si le confort a changé, la mentalité reste la même. Moi, j'ai eu la chance de vivre quelques jours en stage avec l'équipe de France avant les championnats du monde 1995, qui avait donc lieu à Tokyo, à côté de Tokyo. Donc les Français étaient en stage à Tenri, qui est un de leurs lieux préférés de stage. Et bien sûr, ils étaient dans un hôtel, un grand hôtel avec tout confort, avec salle de récupération et tout ça. Enfin bon, vraiment le confort complet. Mais c'est vrai que quand ils allaient à l'entraînement à l'université,
c'était vraiment des conditions d'entraînement beaucoup plus spartiates que l'INSEP, beaucoup plus dures. Et malgré tout, là j'ai pu comprendre à la fois sur ce dont Jean-Luc parlait, toutes les expériences qui avaient été faites par les anciens. Là ça avait changé, c'est-à-dire que les Français y allaient avec une autre mentalité, avec la mentalité de vouloir montrer aux Japonais ce qu'ils savaient faire. Il y avait quand même eu pas mal de médailles depuis. C'est fait la bascule. Oui, il y avait beaucoup plus de médailles et c'est vrai que la mentalité a quand même changé, mais la rigueur de l'entraînement japonais reste le même. Alors je voudrais, puisque vous parlez de l'INSEP, on parle de la façon dont le haut niveau est traité à l'INSEP. Alors, il y a combien d'athlètes à l'INSEP judo? Il y a une cinquantaine par homme et une cinquantaine. Non? Il y a plus de 100, plus de 100. Plus de 100 hommes? 100. Et chez les femmes? Non, au total. Au total, c'est ça, oui. Sur le tapis, on doit être 40 filles et il doit y avoir plus que ça, le garçon, presque 70. Oui. Et Sarah, vous travaillez ensemble ou est-ce que les hommes sont un peu machos et disent bon, vous les filles, d'accord pour les médailles, mais comment ça se passe? Oui, je ne veux pas se tuer là quand même. Non, on est là pour vous défendre. Non, on travaille à côté. On travaille à côté des garçons, donc. Donc les garçons travaillent à côté de vous aussi. Voilà, Hein, on travaille. Oui. Il faut quand même le petit dojo et les garçons vrai. quand même le Il faut aller doucement, avant il y en avait pas. Je vais vous faire. 40 et 70. Je vais vous faire une confidence. En préparant cette émission, je vais trahir la préparation de l'émission. Thierry Ray m'a dit que c'est quand même pas la même chose. C'est pas le même sport, Non, Mais ça, les filles. Il faut savoir dans quel c'est sens je le typique dis. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai, le judo féminin n'est pas dans la forme pratiqué de la même manière que le judo masculin. C'est pas le même sport. Moi aujourd'hui, non mais Sarah, attends, je parle de qualité. Vaut mieux entendre Je parle ça pas en que termes de triste, valeur. En termes de valeur, moi je fais aucune différence. Je parle en termes d'action du corps, en termes de puissance physique, en termes de technique, en termes de tout ça. C'est vrai que c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer de toute façon. Voilà, c'est pas. C'est un sport d'opposition, on ne peut pas comparer. on ne peut pas comparer judo masculin et judo Contrairement à féminin. l'escrime, où c'est un geste technique qui reste à peu près le même, que ce soit un garçon ou une fille, c'est vrai que là c'est un affrontement physique. Donc la façon qu'ont de s'affronter les garçons, et d'ailleurs le judo des 60 kilos et le judo des lourds n'est pas du tout le même. Bien sûr. Et donc le judo des filles est totalement différent. Jean-Luc Rouget, d'accord avec ça? Oui, le judo féminin est beaucoup plus technique et basé sur la tactique, et puis le judo masculin est beaucoup plus âpre et intense. Bon, ça vient des qualités des uns et des autres. Vous voulez dire qu'esthétiquement, c'est peut-être plus c'est plus agréable joli, de voir le Bien sûr, le c'est judo plus joli. féminin? Oui, Stéphane? Oui, c'est tout simplement une question de qualité physique naturelle. Quand on voit le judo féminin, c'est plus de souplesse, plus de... Oui, il y a des Sarah, on va lui donner la parole. Sarah, Non, moi, est-ce je que suis vous pas trouvez d'accord. que ces machos sont condescendants? Non, ils sont pas. Ils sont moins. Moi, je trouve qu'ils sont moins machos qu'avant. Mais de dire que le judo Faut dire qu'avec féminin votre est. charme, on a du mal à, quand même. On est obligé, c'est dans le Il va méta me faire pour rentrer à la rougir. maison. Non, il y a. Moi, je dis qu'il y a de très beaux judokas masculins. Je parle au niveau judo, hein, bien sûr. Non, et il y a très beau judo féminin, mais on ne peut pas dire qu'il y a un judo plus beau chez les filles que chez les Ni garçons. différent. C'est vrai que c'est vachement plus technique chez nous que chez Oui. Alain Vidal, sur le terrain, dans un... Sur le terrain, Un dans un dojo, club, évidemment, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Quelle est la proportion chez vous Chez moi, j'ai environ 5%. 5%? Oui, j'ai un club où je n'ai pas beaucoup de filles. Parce que, au point de Les vue filles fédération, je dans- crois que c'est 22% des filles? Exact. Oui. 5,8. Mais dans la commune où je suis, les filles sont plus attirées vers d'autres sports que le judo. Bon, il y a aussi question de commune. C'est vrai que le judo, c'est quand même un sport Oui, de combat, Stéphane? c'est quand même un sport de contact, c'est quand même un sport de combat, c'est quand même un sport difficile. Bon, Thierry le rappelait tout à l'heure, un stage au Japon, c'est pas drôle quand même. Des fois, on prend des coups et bon, c'est vrai que ça correspond pas forcément, peut-être, ça a tendance à le devenir, mais à l'image de la femme qu'on peut avoir, je dirais, dans la vie. Et alors vous êtes prof d'éducation physique à l'INSEP. Hein, et on disait tout à l'heure, c'est un sport individuel. Mais est-ce que la vie d'équipe est quand même essentielle? Elle est essentielle. Thierry le rappelait tout à l'heure, s'il avait été tout seul au Japon en stage, sans Jean-Luc, il aurait craqué. Et à l'INSEP, on ne vit pas tout seul, on vit en bande, on vit en groupe. Et même quand on est logé en dehors de l'INSEP, c'est bien rare si on passe pas 3-4 coups de fil dans la journée à ses copains. Tu vas t'entraîner, tiens, tu vas à quelle heure? On fait muscle ensemble. C'est Est-ce une façon d'éviter d'avoir la grosse tête, là, d'être ensemble? Oh, c'est même pas la grosse tête. Vous savez, la grosse tête, si vous l'avez une journée, vous l'avez pas 2 jours. Hein, parce que les pots de banane sur le tapis, ils entraînent beaucoup. Hein. Je voudrais que Thierry nous raconte quelque chose. Parce que Thierry, vous aviez éclaté très vite. Oui, moi je suis arrivé
à l'INSEP et au bout de 4-5 mois, j'étais en équipe de France. Et donc j'ai gagné un truc qui s'appelait les sélections d'automne. Je me suis retrouvé sélectionné pour le tournoi de Paris. Mais très rapidement, dans les 3-4 mois, quoi. Et je me pointe au tournoi de Paris et je passe, je sors de ma poule premier, je prends le russe, le bas, le Jap et tout, et je gagne le tournoi de Paris. J'ai 18 ans, c'est incroyable et tout. Et le lendemain, il y a un stage européen à l'INSEP, donc je monte sur le tapis, je commence à m'entraîner. Et puis je vois Jean-Luc qui vient m'inviter, Jean-Luc qui est là, il vient m'inviter. Ce monsieur. Donc il m'a jamais invité, on n'est pas censé travailler ensemble parce qu'il fait 100 kilos et moi 60, donc il me prend et il me met une peignée, il me met dans les murs, dans les marges, dans tout. Et je le regarde, je comprends pas, il me dit rien, il continue. Enfin, il me massacre et à la fin du randonnée, je suis vraiment... Il me dit comme ça, tu vois, il y a toujours... Tu as gagné hier, mais moi je peux te battre quand je veux. Donc comme ça t'évitera d'avoir le grosse tête. Il faut toujours savoir que tu as un maître. Et donc ça c'est une leçon. Tout de suite on vous apprend, Jean-Luc me l'a appris ce jour-là, et on sait tout de suite que c'est pas possible, qu'on peut pas jouer. Parce que c'est un sport de combat, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas, il y a des plus lourds, il y a des plus malins, il y a des plus... Et c'est un peu l'image de la vie, quoi. On a toujours son maître quelque part. Donc voilà, faut pas rouler sa caisse, quoi. Vous vous souvenez de... Je m'en souvenais pas, mais bon, c'est tout à fait dans l'esprit du judo. Hein. Dans l'esprit du judo, très vite, bon, dès que vous avez la grosse tête, vous entraînez un petit peu moins, et dès que vous entraînez un petit peu moins, eh bien, la sanction est irrémédiable et immédiate. Et peut-être, quand on parlait de sport d'équipe, il faut savoir que vous entraînez pas jamais tout seul. Vous avez toujours quelqu'un qui est en face de vous tous les jours. Et si cette personne-là ne se prête pas à votre entraînement, vous pouvez pas vous entraîner. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important, le partenaire, et puis ceux qui vous aident à être champion. On est jusqu'à une certaine période, vous êtes en concurrence par rapport aux autres pour faire un championnat du monde. Mais après, ceux qui est en concurrence par rapport à vous, ce sont vos partenaires qui vous permettent d'être champion du monde. Il y a vraiment les deux notions. Oui, Il y a vraiment les deux notions. Quand vous montez sur ce tapis, ce carré-là, vous avez un adversaire. C'est le moment du combat. Et dès que vous en sortez, vous n'avez que des partenaires. Vous ne pouvez pas apprendre le judo dans un club, et on pourra le confirmer, sans un partenaire qui se laisse faire. Parce qu'au début, vous êtes rent-en-plan, vous êtes nul. Donc il faut quelqu'un qui se laisse faire. Donc c'est votre partenaire. Quand vous partez à l'étranger en tournoi, vous êtes avec une équipe. Vous êtes avec des gens qui vous conseillent, qui vous écoutent, qui vivent avec vous. Donc c'est un vrai sport d'équipe, où il y a une vraie vie en communauté, et au moment où vous montez sur le tapis, vous êtes seul, c'est à vous de vous débrouiller. Mais pourquoi, enfin, quand on regarde ça de l'extérieur, pourquoi tous ces judokas regroupés à l'INSEP font si peu de compétition, en fait? François Pesson, le regard du journaliste là-dessus. Si peu de compétition... C'est pas comme les matchs de foot, quand même. C'est pas comme les footballeurs professionnels. C'est pas non plus la même discipline. C'est pas... ça demande, comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est un geste technique à répéter sans arrêt. Ça demande du travail. Et au moment même de la compétition, chaque compétition, en moyenne, un combattant fait 5, 6, 7 combats dans la même journée. Donc c'est quand même très traumatisant, très exigeant. Et je crois qu'on parlera des calendriers, mais c'est vrai que les calendriers sont quand même de plus en plus chargés. Là, il y a toute une série de tournois qui intervient à partir du mois de février. Les tournois de Paris, qui est suivi par tout un tas de tournois européens, après les championnats d'Europe, Coupe d'Europe des clubs, championnat du monde, championnat de France, championnat d'Europe par équipe, etc. Ça fait quand même à la fois peu, mais quand même un calendrier assez chargé, avec à l'intérieur de tout ça des stages, des préparations. Donc c'est quand même assez conséquent. Stéphane, vous confirmez, on ne s'ennuie pas à l'INSEP? Non, on ne s'ennuie pas, mais il y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de compétitions. À partir de maintenant, il va y avoir pratiquement un tournoi international tous les week-ends. Bon, alors on ne le sait pas forcément, c'est pas forcément retransmis, d'ailleurs pas du tout retransmis à la télé tous les week-ends. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de compétitions de judo, on en fait quand même pas mal, mais tout simplement parce que c'est peut-être même beaucoup moins médiatisé qu'un match de foot. Alors je vais vous poser une question très directe. Oui, il y a aussi Sarah? un autre truc, c'est qu'on est en concurrence, donc on peut pas toujours sortir à deux sur un tournoi. Par exemple, on prend le tournoi du Japon, il y a une seule Française par catégorie, sauf si elle est championne du monde, sauf si elle a été vainqueur du tournoi ou finaliste. Donc il faut bien sortir un peu tout le monde. On peut pas sortir... Donc on met les uns et les autres sur différents tournois. Pour la sélection. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai été très prudent dans l'introduction. Je n'ai pas voulu faire cocorico. J'ai dit qu'au niveau des résultats sportifs, nous étions dans les meilleures nations du monde. Parce que je voulais vous poser la question. Alors, aujourd'hui, à votre avis, à quel niveau sommes-nous? Parce que dans le film, il est dit, après les championnats qui ont eu lieu à Paris, donc en 97, ça ne sera plus comme avant. Alors, est-ce que la France, pour vous, est aujourd'hui, en termes de compétition, première, deuxième, troisième ou en dessous? On va faire un tour de... Oui, François Pesson. Il s'est passé une anecdote à Paris. Il y a eu
un petit problème de comptabilisation des médailles et pendant, je dirais, un quart d'heure, il a été dit que la France, pour la première fois de son histoire, était première nation. Bon, on avait oublié une médaille de bronze à un Japonais qui, pour une médaille de bronze, est repassé devant. Bon, il s'est produit la même chose à Atlanta. Jusqu'au dernier jour à Atlanta, le dernier combat, c'était la finale des moins de 60 kilos. Si l'adversaire du japonais, dont je ne me souviens plus le nom, Giovinazzo avait gagné contre Nomura, la France était première nation. Bon, le japonais a gagné, donc le Japon est resté invaincu. Mais c'est vrai que là, on est à la limite depuis 1995. Régulièrement, c'est France, Japon, Corée, c'est à la limite. Et vous mettez les trois, c'est ça? Vous êtes Oui, c'est les trois. Ouais. Sur le plan masculin-féminin pris tout ensemble, ce sont les trois. On pourrait rajouter pour les filles le Cuba, qui est un phénomène purement féminin, puisque l'équipe masculine a moins de résultats. Mais c'est vrai qu'en termes de généralité, c'est surtout Japon, Corée, France. Vous êtes tous d'accord sur cette analyse, Thierry? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que le Japon, la France, ça se vaut. Il y a les Coréens qui ont été vraiment percés, pointés le nez il y a une dizaine d'années, qui ont été très forts au moment des Jeux de Séoul, et puis qui ont une petite baisse. Au-delà de ça, au-delà de la valeur propre des pays, il y a l'originalité de ce sport individuel où vous trouvez tout d'un coup un Belge dans une catégorie qui va être un monstre, ou un Algérien, ou un Canadien. Il y a toujours... Vous parlez de Canadien, vous avez un Canadien au PSG? On n'a pas un Canadien, on a un garçon qui vient de temps en temps combattre avec nous en Coupe d'Europe, qui est licencié chez nous, et qui n'a pas les structures nécessaires au Canada pour s'entraîner, donc il est ravi de venir dans le club de temps en temps. Ça veut dire que ceux-là, il leur faut encore plus de force de caractère. Là, parce il part au Japon tout seul, il fait des tournois tout seul. Il y a toujours une individualité qui peut être... On parlait de Giovinazzo, l'Italien. Vraiment, l'école italienne n'est pas extraordinaire. Et lui, c'est pas mal, mais lui est vraiment un type très 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 fort, quoi. Moi, je me souviens de tout début où j'ai commencé à m'occuper de la rubrique judo. Je me souviens des entraîneurs, la réflexion des entraîneurs, s'il y avait un japonais dans une catégorie, peu importe son nom, à la limite c'était un japonais. Puisque c'est un japonais, il est fort. Puisque c'est un coréen, il est fort. Et je dirais même, les autres pays, eux, le disent, si c'est un français, il est fort. En termes d'école de judo, je crois que les trois écoles, mais même par extension plus les deux écoles, puisque Thierry disait que la Corée c'était plus un phénomène assez récent et qui perdure pas forcément ces dernières années, sauf au travers de quelques individualités. On voyait sur les images un des Coréens très fort qui s'appelle Jang Ki-yong, qui est vraiment un monstre dans sa catégorie. Mais en dehors de ça, en termes d'école, je crois vraiment que c'est France-Japon. Jean-Luc Rouget? Oui, le judo, dans ce qu'il a changé, puisqu'on retrace un peu l'histoire du judo et puis des niveaux. Je crois que par le passé, le Japon enterrait tout le monde et de loin. Et ensuite, il y avait quelques équipes, 6 ou 7 équipes derrière, qui avaient des écoles, l'URSS bien sûr, la France, quelques pays occidentaux où le judo s'était développé en priorité, et c'était tout. Mais par contre, aujourd'hui, la grande différence qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des grandes écoles. Il y a la France, la Corée, le Japon, la Chine aussi, et Cuba pour les filles, mais il y a surtout des individualités dans le monde entier qui maintenant peuvent gagner. Et ça c'est la rançon de la gloire aussi, et puis du développement du judo, puisque le judo maintenant est un sport qui est vraiment pratiqué partout, et vous avez des champions dans le monde entier. Vous rencontrez quelqu'un au premier tour, vous ne l'avez pas vu depuis 2 ans, puisque c'est un championnat du monde, et bien cette personne-là peut être très forte et vous ne savez pas qui c'est. Stéphane, oui. Je dirais que pour compléter ce que disait François aussi et Jean-Luc, il y a le revers de la médaille quand même, parce que là vous avez le côté global, mais après pour ce qui concerne l'athlète, je dirais que c'est vrai, on est français, on se présente sur un championnat, on doit avoir à subir cette pression, parce que effectivement l'autre en face, il dit c'est le français, on a un petit peu, le japonais il est à battre, le français aussi de la même manière, il est à battre, et c'est pas forcément facile à gérer. Et puis aussi au niveau de l'entraînement, c'est pas évident parce qu'on peut faire beaucoup moins de compétitions que les autres. Ce que disait Sarah, il en faut un par tournoi, donc on répartit un peu les tournois en fonction du nombre de combattants qu'il y a dans la catégorie. Alors que les étrangers, je prends l'exemple du Canadien qui est donc au PSG, lui il fait tous les tournois. Donc il a une autre manière de s'entraîner. Il s'entraîne peut-être moins sur le tapis, je dirais, à l'entraînement, mais par contre il fait tellement de tournois, de préparation, que c'est sa manière à lui de s'entraîner. Et ça aussi c'est un avantage qui est très important.
Moi, en discutant avec Peter Sembacher, qui a été 2 fois champion olympique, qui est un très grand champion, il me disait qu'en France, il n'aurait jamais réussi, par exemple, à être 2 fois champion olympique, parce qu'il n'a pas eu à subir la concurrence entre les athlètes dans son pays. Il était sûr d'être sélectionné à chaque fois. Et donc, il ne se préparait pas pour être champion d'Autriche, mais pour être champion d'Europe ou d'être champion du monde. Alors qu'en France, à chaque fois, vous êtes obligé de repasser par les étapes. Et ça complique un peu. Donc je dirais, il y a le côté plus, c'est vrai qu'on a une très très forte école. De l'autre côté, on a une pression à subir qui est très importante. Alors dans le film, oui, c'est vrai ce que dit Stéphane, parce que nous, l'équipe cubaine, elles sont arrivées, je crois, pour les Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, et c'est pratiquement toujours la même équipe. Et ces filles, leur entraînement, c'est la compétition. Elles commencent par Fukuoka, au Japon, et elles se tapent toute la série de tournois jusqu'au championnat du monde. Autrement dit, elles sont aguerries à ça. Elles font que ça. Elles s'entraînent aussi. Bien sûr, elles ont les entraînements, mais leur entraînement passe par la compétition. Et c'est vrai qu'elles posent leurs valises. Bon, là, il va y avoir le tournoi de Paris. Dans la foulée, il y a un stage dont parlait Thierry tout à l'heure. Un stage qui suit le tournoi de Paris. Après, il y a le tournoi d'Autriche. Il y a un stage qui suit le tournoi d'Autriche. Le tournoi d'Allemagne. Un stage suit. Donc, elles posent leurs valises en Europe. Elles restent. Elles font à la fois les compétitions, les stages. Ouais, mais la compétition devient quelque chose de très normal, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'en France, on s'entraîne beaucoup, et que les athlètes de très haut niveau ne font pas assez de compétition. Moi, je le regrette. Vous voulez dire qu'un garçon comme Douillet, par exemple, on ne le voit On pas. va 3 fois dans l'année, David. 3-4 fois dans l'année. Mais est-ce que ça n'est pas une façon pour lui de cacher un peu ses coups Il y a aussi ça. L'année dernière, je me souviens d'une anecdote. L'année dernière, à Perpignan, il y avait un stage de préparatoire à la Coupe du Monde. Et David a souffert de la présence des Japonais, ne voulait pas montrer aux Japonais ce qu'il était en train de travailler. Et les entraîneurs nationaux ont été obligés d'organiser des entraînements à huis clos après l'entraînement global pour faire travailler David sur des techniques. Vous voulez dire que c'est comme les 3 mousquetaires, il avait ses bottes secrètes qu'il regardait pour lui. Les Japonais sont pas très malins, ils viennent à l'entraînement avec des caméras sur le bord du tapis. Donc, il y a quand même une petite limite à pas dépasser. On est obligé de leur dire avec caméra, faut pas exagérer. Jean-Luc, je crois qu'on ne peut pas traiter tous les athlètes d'une façon globale. Je crois que quelqu'un comme David, qui ne combat pas beaucoup, c'est une volonté, parce que lui, on le met dans n'importe quel tournoi, n'importe quand, ça ne pose pas de problème. Mais c'est une de ses volontés, et donc comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il a beaucoup moins besoin que quelqu'un d'autre. C'est vrai que dans les petites catégories, bon, il y a aussi des problèmes de poids, on ne peut pas perdre le poids toutes les semaines. Et donc chaque athlète, je crois, a un ring dans lequel il peut combattre. Il ne faut surtout pas qu'on aille au-delà des limites d'un athlète, de manière à ne pas faire comme dans le Tour de France, faire des choses qui sont surhumaines et qui engendrent des dérives qui ne sont pas contrôlables. Je crois que c'est excessivement important que l'on ait un calendrier international qui soit compatible avec les capacités humaines. Un combat de boxe, si on fait un combat de boxe, les boxeurs ils combattent pas plus que nous, hein, et c'est un sport de combat excessivement dur. Il faut surtout pas qu'ils combattent très souvent parce qu'il y a des séquelles dans ces combats. Alors nous on n'est pas au niveau de la boxe, on est loin d'être un sport dangereux, mais je crois qu'il faut qu'à un moment donné le sport il reste éducatif. Et ça c'est excessivement important, et qu'on cède pas trop au sport spectacle et qu'on reste un sport de haut niveau avec comme objectif la performance et pas uniquement le spectateur. Parce que là, il y a des dérives qui arrivent. Je crois que le cas de David est vraiment particulier, mais si on prend le cas de Sarah, dans sa catégorie, elles sont 3 à être pratiquement au même niveau. À chaque fois qu'une sort, elle fait une performance dans un tournoi. Donc le problème est de savoir si on va privilégier Sarah parce qu'elle est championne d'Europe, parce qu'elle est jeune, c'est la plus jeune de sa catégorie, si on va la privilégier ou si on va donner les mêmes chances aux 3. Et c'est vrai que si on considère que Sarah est plus la judoka d'avenir, elle va aller dans plusieurs tournois, elle va s'aguerrir, etc. Mais le jeu de la Fédération française, c'est pas ça. On peut jouer sur les 3 tableaux, on va jouer sur les 3 tableaux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sorte vraiment du lot. Là, vous parlez c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que Sarah n'a pas non plus beaucoup d'occasions de se montrer au niveau international à cause de cette... Un commentaire, Thierry, là-dessus? Non, parce qu'il faut quand même rappeler, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, que... Comme vous dormiez, Thierry, vous dormiez? Pas exactement, j'écoute attentivement, mais est-ce que ça m'a échappé? Est-ce qu'on a dit que lors des Jeux ou des championnats du monde ou des championnats d'Europe, il y a un seul représentant? Sarah l'a dit. Tu l'as rappelé? Non, parce qu'elle parle trop vite, c'est ça, pas sympa. Mais c'est donc ce système de sélection qui est drastique, quoi. Parce que c'est vrai que t'es pas au championnat du monde encore, hein. Ça va être compliqué. Non. Et je suis même pas. Comment vous la vivez, Sarah, je ne suis même pas encore au championnat d'Europe. Comment vous la vivez cette compète alors entre vous? On est rivales.
on est rivales. Ne nous demandez pas de partir en vacances ensemble, ça c'est clair. Non, c'est vrai? Non, bien sûr que non. C'est impossible, ça c'est... Non, c'est pas que c'est impossible, il y a énormément de respect entre nous, mais c'est pas pour ça que nous sommes les meilleurs amis du monde, loin de là. Loin de là, ça... Non. Il y a trop d'intérêt. C'est normal, on est pas Ouais, obligé de- Thierry. Oui, exactement, il y a trop d'intérêt en jeu, c'est logique. Ouais, mais ça... Bon, ça Fernand. non, mais je crois que ça Mais dépend c'est des pas personnes. d'angélisme. Non, mais... Faux débat, quoi. On n'est pas obligé. C'est pas forcément une vraie rivalité. C'est les filles plutôt, ça. Ouais, Voilà, c'est pas forcément une vraie rivalité. Ça y est. Voilà le macho qui se réveille. Là. Non, il a raison. Il a raison. Les c'est filles se pire. posent beaucoup plus de problèmes que les gars. Ceci dit, je ne sais pas si Stéphane est très ami avec la personne avec Non, mais laquelle ça, il est... Bon, là, pas de sous-entendu et pas d'allusion. Beaucoup plus détendu que Sarah peut le dire. Ouais. Avec Ghislain, on était par exemple en stage au Japon au mois de novembre. On a passé d'ailleurs, on était plus ou moins dans le même groupe, on était 3-4, on a passé beaucoup de temps à jouer aux cartes, à passer Mais du temps ensemble. il y a un avait truc pas de- qui est vraiment qui est impressionnant parce que c'est vraiment impressionnant. Quand on est en concurrence les unes avec les autres, on se dit bonjour, c'est très cordial, mais c'est chacun pour soi. Et là, on a fait la Coupe du Monde par équipe, et là, vraiment, ça a impressionné tout le monde. On était soudés, on était comme les doigts de la main. Et pourtant... Donc c'est très sain comme attitude. Oui, moi je trouve que c'est normal. Ok. C'est normal. Si une fille n'a pas envie d'être amie, il ne faut pas forcer la chose, point. Ça se On comprend. parlait tout à l'heure de la dualité partenaire-adversaire, et je crois que c'est vraiment un sport, moi qui ai l'occasion d'en suivre quelques-uns, c'est un des sports les plus impressionnants à ce titre. C'est qu'on peut du jour au lendemain basculer, et je crois qu'il y a un des projets de la Fédération française, c'est de réunir des championnats d'Europe avec une partie individuelle et une partie par équipe. Et je crois que ça va être d'autant plus symptomatique, c'est qu'on va retrouver des gens qui sont adversaires un jour et qui sont partenaires un autre jour. Donc valeur Et il y éducative. a en un même temps, aspect judo par équipe d'ailleurs qui s'est développé ces dernières années, qui est de plus en plus important, notamment en Europe, mais aussi dans le monde, puisqu'il y a une Coupe du Monde qui a été créée. Et je crois que c'est très important pour le judo en lui-même d'instaurer cet aspect par équipe qui change un peu les mentalités. Ça nous ramène à l'éducation. Alors Alain Vidal, dites-nous, tout ce qu'on dit sur le judo, on a l'impression que c'est un sport de saint, merveilleux, éducation, valeur. J'ai même le code moral du judo, on apprend la politesse, on apprend le courage, on apprend la sincérité, on apprend l'honneur, on apprend la modestie, on apprend le respect, on apprend le contrôle de soi, on apprend l'amitié. Alors est-ce qu'on apprend tout ça chez vous, à Nogent-sur-Marne? C'est déjà le travail, le rôle des parents, mais c'est également le rôle des éducateurs sportifs, et notamment en judo. Nous avons notre code moral, et nous sommes fiers de faire passer le message. Mais vous pensez que ce qu'ils apprennent chez vous leur sert dans la vie, vraiment? Oui, parce que dernièrement, j'ai rencontré une jeune fille que j'avais quand elle était en cours élémentaire, il y a de ça une dizaine d'années. Elle se souvient encore de moi sur la propreté des ongles. Ah oui. Et elle en est fière, parce que elle a appris que la propreté, c'était important. Alors il y a l'un des principes qui est assez étonnant, c'est la définition que vous donnez du courage dans le code moral du judo, c'est faire ce qui est juste. Vous reprenez ça à votre compte? Le courage, faire ce qui est juste. Oui, Jean-Luc? C'est pas évident, Voilà. c'est pas évident de faire tout ce qui est toujours ce qui est juste. Non, mais on ne s'attend pas à une Dans un- définition comme ça. On dans un s'attend contexte- à le courage. Bon, il faut peut-être connaître l'histoire de ce code. Ce code, c'est un code qui est issu du Bushido, c'est-à-dire l'art de la guerre, et puis le code moral des samouraïs du Japon. Bon, il faut rappeler que le judo, au point de départ, vient d'un art où il Le faut jiu-jitsu, tuer. Oui, bien sûr. Oui, On ne le dit jamais, ça. Oui, c'est un art martial. Bon, l'art de tuer, le jiu-jitsu, qui est au départ la base d'ailleurs de nombreux sports de combat, mais dont le judo, c'est vrai. Donc, ces définitions sont des définitions du Bushido, et en face, on a mis le courage, parce que c'est ce qui correspond pour nous, mais c'est la définition qui a donné après le mot. C'est pas le mot et on a une définition. Il y a une définition et on a ensuite, parce qu'il faut savoir que c'est traduit du japonais. Alors, c'est pour ça que c'est bien plus large et c'est chargé de signification. Pour nous, j'ai une signification historique. Il faut comprendre l'esprit du samouraï, comment il vivait, et pour essayer de comprendre cela. Et d'ailleurs, on travaille actuellement à la Fédération française du judo sur une charte bien plus large, puisque celle-là, c'est pour les enfants, et qui serait un code de conduite ou une direction que notre fédération pourrait avoir dans tout ce qui est organisation, aussi bien administrative que technique. Alors vous êtes vice-président de l'association du Rassemblement par le sport. Est-ce que ce code moral du judo
peut servir, comme on l'écrit souvent ou comme on l'entend dire souvent, peut servir à aider des jeunes dans des quartiers difficiles à résoudre un peu leurs problèmes. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je crois que le sport, de manière générale, et notre sport est tout à fait fait pour cela. Et on peut demander à un éducateur qui est en contact direct. Mais c'est vrai que on se sert, par exemple, de notre discipline. Dans le quartier de la Goutte d'Or, avec le Rassemblement par le sport, on a créé des clubs de judo. Et puis on essaie, en plus, de leur donner une image, et on les amène dans les championnats, comme le Tournoi de Paris, par exemple. Mais ça marche? Ça marche? Oui, mais je vais justement vous raconter une petite histoire. On les a amenés l'an dernier, une cinquantaine de gamins de la Goutte d'Or, on les a amenés au stage européen qui suit le Tournoi de Paris. Et on les a amenés, pas pour voir uniquement ce qui brille et les championnats, finalement, c'est ce qui est beau. On les a amenés à l'entraînement pour voir comment c'est difficile l'entraînement. Pour qu'ils comprennent qu'avant de briller comme ça, il faut qu'on voit. Et puis il y avait un petit gamin qui dit, mais il y a marqué TUN derrière son dos, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est l'équipe de Tunisie. Il me dit, mais je suis tunisien, j'ai jamais vu d'équipe de Tunisie. Alors je les ai amenés, je leur ai présenté, ils étaient enchantés. Et il y a un gars qui dit, moi je suis sénégalais. Et il y avait l'équipe du Sénégal, il y avait 50 pays qui étaient sur le tapis. Et ils ont été extraordinaires, ils ont discuté avec eux, ils ont discuté donc ce que c'était, l'entraînement. Et puis ces gamins, je pense qu'ils garderont un souvenir ému et ils le garderont dans leur esprit toute leur vie, cette image des gens de leur pays qui viennent en France et qui s'entraînent tous ensemble, tous les pays du monde qui s'entraînent pour progresser ensemble. Et ça, je crois que c'est excessivement important. Et puis tous les gamins sont repartis au club de judo, vraiment avec une envie de s'entraîner. Mais Thierry, c'est un peu ce qu'on a connu dans un autre sport, la Coupe du Monde de foot quand même. Un peu... Oui, mais moi je suis pas d'accord. C'est justement, j'étais en train de penser à ça quand Jean-Luc parlait. C'est pas du tout pareil que la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est formidable, c'est un pétard, quoi. C'est-à-dire que ça part, ça éclabousse tout, ça retombe et c'est fini. Il y a une espèce de liesse, tout d'un coup, les femmes trouvent que la Coupe du Monde, c'est génial. Les mecs, le sport, ça les intéresse pas, ils trouvent que la Coupe du Monde, c'est génial. Et Black Blamber. Voilà, ça, c'est un espèce de soufflet, et aujourd'hui, c'est retombé. Et le judo, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus... Nous, on a fait du haut niveau, mais comme je le disais tout à l'heure, on vient tous d'un petit club comme vous animez, dans lequel vous travaillez, et on a toujours ses racines. Moi, je retourne dans mon club à Lagny. On a tous, on connaît nos professeurs, on a encore des copains. C'est vraiment quelque chose qui nous accompagne, qui est au-delà de la pratique pure. On apprend des choses sans s'en rendre compte. On apprend à saluer, à écouter, à respecter. Le judo véhicule tout ça. On ne vous met pas dans le crâne. Hein. Vous l'apprenez naturellement. Et autant vous pouvez vous tirer la bourre avec quelqu'un, lui mettre des coups de tête et se battre. Quand il y a maté, c'est fini, on se salue, on va dîner ensemble, on va boire un coup. Donc quand on fait ça pendant 10 ans, il y a une espèce de confraternité où on est à l'écoute des autres et des gens. Et on a envie de se faire aussi écouter, quoi. C'est pas seulement un sport. Oui, François. Je crois ce qu'il faut dire, c'est ça. C'est un une sport. Discipline. C'est un art de vivre. C'est devenu un sport de compétition. C'est le 3e sport français en termes de licenciés. C'est un sport qui a su se moderniser. On parlait de 20 minutes de combat dans le film. Maintenant, c'est 5 minutes. Ça a su se médiatiser. Il y a des scores qui apparaissent à l'écran. La télévision est rentrée un petit peu, même si elle n'est pas encore suffisamment rentrée pour montrer du judo en direct ou même en différé. Mais c'est quand même un sport qui a su se moderniser. Moi, je ne suis pas judoka et j'arrive à le comprendre. Donc, ça veut dire que c'est quand même accessible, même si ça n'a pas été évident au début. Mais je crois que ce n'est pas seulement un sport. C'est un art de vivre, c'est une... Je voudrais poser la question. C'est une philosophie. On va prendre un exemple très simple. Hein. Alain, vous êtes installé à Nogent-sur-Marne, donc c'est la région parisienne. Est-ce que vous pensez que là où est votre club, il y a